Le hall de réception scintillait de lustres en cristal et de flûtes à champagne alors que la célébration du mariage de ma sœur, Chloé, atteignait son apogée. Je me tenais près du buffet des desserts, sirotant un verre d'eau pétillante, observant ma famille se mêler aux invités avec une aisance habituelle. Toutes les quelques minutes, quelqu'un me jetait un regard mêlant pitié et gêne, comme si ma simple présence était un fardeau social qu'il devait gérer. C'est Alexandra, entendis-je ma tante Isabelle chuchoter à une femme portant un collier de perles coûteux. La sœur cadette de Chloé. Quel dommage qu'elle n'ait rien fait de sa vie. Les parents ont tout essayé, mais certaines personnes n'ont tout simplement pas d'ambition. Je pris une autre gorgée d'eau et vérifiai mon téléphone. 23h47, l'édition du dimanche du journal Les Échos serait mise en ligne à minuit. Ma responsable de presse avait confirmé l'heure de levée de l'embargo il y a 3 jours. 13 minutes avant la publication de l'article. Chloé apparut à mes côtés, rayonnante dans sa robe de mariée sur mesure. Son sourire était tendu sur les bords alors qu'elle me guidait légèrement à l'écart du groupe principal d'invités. « Alex, pourrais-tu peut-être rester près du fond pour le reste de la soirée ?» Son ton était apologétique mais ferme. Les parents de Guillaume sont très traditionnels, très accomplis. Son père est juge fédéral, sa mère est directrice d'hôpital. Ils posent des questions sur toi et c'est juste. Gênant. Gênant, répétai-je d'un ton neutre. Tu sais ce que je veux dire, Chloé jeta un coup d'œil par-dessus son épaule vers ses nouveaux beaux-parents qui nous observaient en effet avec une curiosité mal dissimulée. Ils ont demandé ce que tu faisais et je ne savais pas quoi dire. Tu as 26 ans et tu n'as pas de vrai travail. Tu n'as pas d'appartement. Tu ne possèdes presque rien. Ça donne une mauvaise image de la famille. Je vois. Maman a suggéré que je dise aux gens que tu prenais le temps de te trouver, continua Chloé, baissant la voix. Mais la mère de Guillaume est très pragmatique. Elle ne comprend pas l'idée de « se trouver » comme choix de carrière. Alors j'ai juste dit que tu étais entre 2 opportunités. Ça sonne mieux que « sans emploi », non ? Je souris légèrement. Beaucoup mieux. Ne sois pas comme ça, l'expression de Chloé passa à la frustration. Tu aurais pu faire plus d'efforts, Alex. Tu as un diplôme d'une bonne école. Papa t'a proposé un entretien dans son cabinet. Oncle Jean a dit qu'il pouvait te trouver quelque chose dans le marketing, mais tu as refusé toutes les opportunités et nous voici à mon mariage et je dois expliquer pourquoi ma petite sœur est un échec professionnel. C'est ce que tu leur as dit ? Demandai-je. Que je suis un échec professionnel ? Chloé eut la décence de paraître mal à l'aise. J'ai dit que tu n'avais pas encore trouvé ta voie. Mais oui, la famille de Guillaume est très orientée vers le succès. Il voulait connaître les réalisations de chacun. David vient d'être nommé vice-président à sa banque d'investissement. Ma cousine Sophie est associée dans son cabinet de conseil. Et tu es entre 2 emplois ? Complétai-je. Exactement, Chloé eut l'air soulagée que je comprenne. Alors, si tu pouvais juste te faire discrète pour le reste de la nuit, ça aiderait vraiment. Peut-être partir avant l'after-party. Les collègues de Guillaume arrivent tous et ils sont ils sont tous très performants. Elle s'éloigna avant que je puisse répondre, reprenant immédiatement son rôle de mariée parfaite, riant à la blague de quelqu'un avec un charme habituel. Je vérifiai à nouveau mon téléphone. 23h51, 9 minutes. Ma mère apparut à mes côtés, élégante dans sa robe de mère de la mariée. Alexandra, ma chérie, pourquoi te caches-tu ici ? Sa voix avait ce ton particulier de déception joyeuse qu'elle avait perfectionné au cours des dernières années. Viens rencontrer une partie de la nouvelle famille de Chloé, cependant. Mais peut-être ne mentionne pas la situation de ton emploi. Nous disons aux gens que tu explores tes options. Explorer mes options ? Répétai-je. C'est créatif. Eh bien, que devrions-nous dire ? Le sourire de maman faiblit. Que tu es au chômage depuis 3 ans ? Que tu passes tout ton temps à voyager on ne sait où, à faire on ne sait quoi ? Ce serait honnête, mais ce n'est pas exactement une conversation de dîner impressionnante. Je suppose que non. Ton père et moi avons été très patients, continua maman. Nous t'avons soutenu pendant tes études. Nous t'avons donné du temps pour trouver ce que tu voulais.
Mais à un moment donné, ma chérie, tu dois vraiment faire quelque chose. Regarde Chloé. Elle est directrice marketing senior dans une entreprise du CAC 40. Regarde tes cousins, tes amis d'école. Ils ont tous des carrières, des appartements, des vies. Que as-tu? Je pris une autre gorgée d'eau et ne répondis pas. Maman soupira. Les parents de Guillaume ont posé des questions sur toi. Son père voulait savoir dans quel domaine tu travaillais. J'ai dit que tu étais dans le développement commercial, ce qui semble assez respectable, mais ensuite sa mère a demandé quelle entreprise, et j'ai dû changer de sujet. C'était mortifiant, Alexandra. Au mariage de ma propre fille. Je suis désolée que vous ayez été mortifiée, dis-je doucement. Je ne comprends tout simplement pas ce qui t'est arrivé, dit maman, sa voix prenant un ton de préoccupation plus authentique. Tu étais si brillante à l'école, un tel potentiel, et maintenant tu as 26 ans et rien à montrer. Pas de carrière, pas de perspective, pas de stabilité. Que vas-tu faire de ta vie? 23h54, 6 minutes. Je devrais probablement prendre l'air, dis-je en me dirigeant vers les portes-fenêtres de la terrasse du hall de réception. Ne disparais pas, cria maman derrière moi. Nous allons bientôt couper le gâteau, et Chloé veut des photos de famille. Essaie de sourire et d'avoir l'air épanoui, au moins pour les photos. La terrasse était d'un calme bienheureux, surplombant les jardins paysagers du lieu. Les lumières de la ville scintillaient au loin. Je m'appuyai contre la balustrade en pierre et ouvris le navigateur de mon téléphone, naviguant vers le site web des Échos. La première page actuelle affichait les gros titres d'hier. Dans 6 minutes, cela changerait. Derrière moi, j'entendis les portes de la terrasse s'ouvrir. Mon père sortit, desserrant légèrement son nœud papillon. Il me repéra et son expression passa à ce mélange particulier de déception et de résignation auquel j'étais habituée. « Ta mère m'a envoyé te chercher, dit-il, me rejoignant à la rambarde. Elle craint que tu ne partes tôt et que tu ne fâches Chloé. » Je ne voudrais pas fâcher Chloé en son jour spécial, dis-je. Papa resta silencieux un instant, regardant le jardin. Tu sais, quand tu étais plus jeune, je pensais que ce serait toi que nous célébrerions comme ça. Tu as toujours été la plus intelligente, la plus motivée. Je pensais que tu allais prendre le monde des affaires d'assaut. Les choses ne se passent pas toujours comme on s'y attend. Non, acquiesça-t-il. Elles ne se passent pas. Mais Alex, il ne s'agit plus d'attente. Il s'agit de responsabilité élémentaire. Tu vis de tes économies d'un cadeau de remise de diplôme, tu séjournes dans des auberges et des hôtels bon marché, à faire Dieu sait quoi de ton temps. Ce n'est pas une vie. C'est une adolescence prolongée. Je vérifiai mon téléphone. 23h57, 3 minutes. J'ai essayé de te soutenir, continua papa. J'ai essayé de te laisser de l'espace pour que tu trouves tes marques. Mais ce soir, debout dans ce hall de réception avec tous ces gens accomplis, devoir expliquer que ma fille cadette est essentiellement au chômage et sans direction. C'est difficile, Alex. Ça rejaillit sur nous tous. Je comprends. Vraiment? Sa voix prit un ton tranchant. Parce que de là où je suis, on dirait que tu t'en fiches. Tu te présentes au mariage de ta sœur dans une robe achetée en grande surface. Pas de rendez-vous, pas de carrière à proprement parler, et tu agis comme si tout allait bien. Ce n'est pas bien. Tu as 26 ans et tu gâches ta vie. Les portes de la terrasse s'ouvrirent à nouveau. Cette fois, c'était Chloé, suivie de Guillaume et de ses parents. Chloé avait l'air agacée de me trouver là. Tu es là, dit-elle. Nous allons prendre les photos de famille. Alex, peux-tu au moins essayer d'avoir l'air présentable? Elle se tourna vers les parents de Guillaume avec un sourire apologétique. Je suis tellement désolée. Ma sœur n'est pas douée pour suivre les codes sociaux. Le père de Guillaume, le juge fédéral, me regarda avec une curiosité polie. Chloé a mentionné que vous étiez dans le développement commercial. Quelle industrie? Avant que je puisse répondre, Chloé intervint. Elle est en fait entre deux postes en ce moment. Elle explore des opportunités. Je vois, dit le juge, son ton neutre, mais ses yeux reflétant exactement ce qu'il pensait de quelqu'un qui explorait des opportunités, à 26 ans.
La mère de Guillaume, la directrice d'hôpital, sourit avec une sympathie feinte. Cela doit être difficile. Le marché du travail est si compétitif ces jours-ci. Avez-vous envisagé de reprendre vos études? Parfois, des qualifications supplémentaires peuvent aider. J'y ai réfléchi, dis-je poliment. 23h59 une minute. Eh bien, je suis sûre que vous finirez par trouver quelque chose, dit la mère de Guillaume avec le genre d'encouragement que l'on donne aux causes perdues. Chloé nous a dit que vous aviez beaucoup voyagé. Ça doit être agréable d'avoir la liberté d'explorer avant de vous installer dans une carrière. C'est très instructif, acquiesçai-je. Chloé me lança un regard d'avertissement. Nous devrions vraiment retourner à l'intérieur pour ces photos. Mon téléphone vibra dans ma main. Je jetai un coup d'œil à l'écran. Minuit. Le site web des Échos se rafraîchit. La nouvelle page d'accueil se chargea. Le titre principal apparut en grands caractères gras, la milliardaire de l'ombre. Comment une jeune femme de 26 ans a bâti un empire technologique en secret. En dessous, une photographie professionnelle pour laquelle j'avais posé 2 semaines auparavant. En dessous de cela, le sous-titre, la start-up furtive d'Alexandra Chen révolutionne la cybersécurité, évaluée à 3,2 milliards d'euros lors du dernier tour de financement. Je relevai les yeux de mon téléphone pour trouver si Père Dieu me fixant avec attente, attendant que je les suive à l'intérieur pour des photographies où je sourirais et essaierais d'avoir l'air épanoui malgré le fait d'être la déception de la famille. En fait, dis-je calmement, il y a quelque chose que vous devriez tous probablement voir. Je tendis mon téléphone, leur montrant la première page des Échos. Ma photographie les regardait depuis l'écran. Pendant un long moment, personne ne bougea. Personne ne parla. Ils se contentèrent de regarder le téléphone, puis moi, puis de nouveau le téléphone, comme si leur cerveau ne pouvait pas tout à fait traiter le lien entre les 2 images. Chloé retrouva la parole la première. C'est une blague? C'est photoshopé? C'est les Échos, dis-je. Ils ne photoshopent pas leurs articles de première page. Papa prit le téléphone de ma main avec des doigts tremblants. Ses yeux parcouraient l'article, allant de plus en plus vite à mesure qu'il lisait. La couleur quitta son visage. Il est dit. Il s'arrêta, déglutit difficilement, recommença. Il est dit que tu es la fondatrice et PDG de Sentinel Technologies. Que tu as développé une plateforme de cybersécurité révolutionnaire basée sur l'IA qui protège maintenant 70% des entreprises du CAC 40. 73% le mois dernier, corrigeai-je doucement. Nous avons signé 3 nouveaux contrats la semaine dernière. Maman se pencha par-dessus l'épaule de papa, lisant l'écran. Sa main alla à sa bouche. Il est dit que ton entreprise vaut plus de 3 milliards d'euros. Il est dit que ta valeur, Alexandra. Il est dit que ta fortune personnelle est estimée à 1,4 milliard d'euros. C'est une estimation prudente, dis-je. Mes conseillers financiers l'estiment plus près de 1,6 milliard après le dernier tour de financement. Silence complet sur la terrasse. À l'intérieur, j'entendais l'orchestre du mariage jouer, les invités rire, le tintement des coupes de champagne. Dehors, 6 personnes restaient figées, essayant de concilier ce qu'elles avaient cru de moi avec ce qu'elles lisaient à l'écran. Le père de Guillaume, le juge, fut le premier à se reprendre. C'est d'aujourd'hui. Ça vient d'être publié il y a environ 2 minutes. J'ai confirmé que l'embargo était levé à minuit. D'ici demain matin, ce sera dans l'édition imprimée. CNN diffusera un reportage à 6 heures, Bloomberg à 7 heures. CNBC fera un spécial d'1 heure complète demain après-midi. Mais la voix de Chloé était à peine un murmure. Tu as dit que tu voyageais. Tu as dit que tu n'avais pas de travail. Tu nous as laissé croire. J'ai dit que je voyageais pour le travail, corrigeai-je. Vous avez supposé que cela signifiait que j'étais au chômage et que je faisais le tour de l'Europe en sac à dos. Je rencontrais en fait des clients, des investisseurs et des partenaires stratégiques dans 14 pays. Et je n'ai jamais dit que je n'avais pas de travail. Vous n'avez jamais demandé quel était mon travail. Tu nous as menti, dit Chloé, la voix s'élevant. J'ai répondu honnêtement à toutes les questions que vous avez posées, répliquai-je. Quand vous avez demandé ce que je faisais,
j'ai dit que je travaillais dans la technologie et la sécurité. Quand vous avez demandé pourquoi je voyageais autant, j'ai dit que c'était pour des réunions d'affaires. Vous avez entendu ce que vous vouliez entendre. Papa continuait de faire défiler l'article, son visage devenant plus pâle à chaque paragraphe. Il est dit que tu as créé l'entreprise il y a 4 ans avec 200 000 € que tu as levés auprès d'investisseurs providentiels. Que tu as développé la technologie de base toi-même. Que tu as maintenant 800 employés sur 4 continents. 940 employés la semaine dernière, dis-je. Nous venons d'ouvrir un nouveau centre de développement à Singapour. Les mains de maman tremblaient. Pourquoi ne nous as-tu pas dit? Pourquoi nous as-tu laissé croire que tu étais? Que j'étais un échec, complétai-je. Parce que c'est ce que vous vouliez croire. Il était plus facile de supposer que j'étais sans direction que de poser des questions sur ce que je faisais réellement. Chaque fois que je rentrais à la maison, vous faisiez des blagues sur le fait que j'étais au chômage. Vous avez dit à vos amis que je me trouvais. Vous m'avez présenté comme votre fille qui n'avait pas encore tout à fait trouvé sa voie. J'ai arrêté de vous corriger au bout d'un moment. La mère de Guillaume retrouva la parole. Mais la façon dont tu es habillée, la façon dont tu agis, tu n'as pas l'air d'une milliardaire. À quoi ressemble une milliardaire? Demandai-je, sincèrement curieuse. C'est une robe de réception que j'ai achetée parce que Chloé voulait que tout le monde porte une tenue de cocktail. Je n'assiste généralement pas au mariage en costume de travail, et j'agis comme moi-même, ce qui est apparemment décevant pour certaines personnes, mais c'est authentique. À l'intérieur du hall de réception, je pouvais voir des invités commencer à vérifier leur téléphone. L'article des Échos commençait à circuler sur les réseaux sociaux. En quelques minutes, tout le monde au mariage le saurait. Chloé sembla le réaliser au même moment. Son visage passa du pâle au rouge. Tout le monde va voir ça. Tout le monde va savoir que je leur ai dit que tu étais au chômage, que nous t'avons traité comme un échec, terminai-je. Oui, ils vont savoir que tu as fait ça exprès, dit Chloé, la colère perçant son choc. Tu as planifié ça pour que ça tombe pendant mon mariage. Tu essaies de gâcher mon jour spécial. Ton mariage est samedi, dis-je calmement. Les Échos publient toujours leur édition du dimanche à minuit le samedi. Je n'ai pas choisi le timing. Le calendrier éditorial l'a fait, bien que j'admette que la synchronicité est quelque peu poétique. Papa tenait toujours mon téléphone, lisant toujours, son expression alternant entre choc, confusion et quelque chose qui aurait pu être de la honte. Tu as témoigné devant l'Assemblée nationale l'année dernière. Tu as rencontré le ministre de la Défense. Tu as conseillé l'Élysée sur la politique de cybersécurité 3 fois. Plus récemment sur la protection des infrastructures critiques contre les attaques parrainées par l'État, confirmai-je. Et tu ne l'as jamais mentionné, dit maman. Pas une seule fois. Tu es rentré à la maison pour Noël et tu nous as laissé faire des blagues sur le fait que tu devais trouver un vrai travail et tu n'as jamais dit un mot. Qu'auriez-vous cru, demandai-je. Si je vous avais dit à Noël que je conseillais l'Élysée, m'auriez-vous prise au sérieux? Ou auriez-vous supposé que j'exagérais, que j'essayais de me faire paraître plus importante que je ne l'étais? Ni l'un ni l'autre ne répondirent. Les portes de la terrasse s'ouvrirent en grand. Mon cousin David apparut, téléphone à la main, les yeux écarquillés. Alex, dis-moi que ce n'est pas réel. Dis-moi que tu n'as pas vraiment. Il s'arrêta en voyant le visage de tout le monde. Oh mon Dieu! Réel. Tu es vraiment une milliardaire. Je terminai à la place de David. Je suis vraiment une milliardaire. Derrière lui, d'autres membres de la famille sortaient sur la terrasse, tous tenant des téléphones, tous affichant des expressions de choc et d'incrédulité. Tante Isabelle, oncle Jean, cousine Sophie. Ils s'entassèrent, les voix se chevauchant. Les Échos disent que ton entreprise vaut des milliards. Tu es sur la liste Forbes. Comment n'avons-nous pas su? Je l'ai laissé babiller, observant la réalité s'installer. À l'intérieur du hall de réception, je pouvais voir d'autres invités vérifier leur téléphone, pointer du doigt, me chercher. La nouvelle se répandait comme une traînée de poudre dans le mariage. L'organisatrice de mariage de Chloé apparut, l'air échevelé. Mademoiselle Chen, il y a des journalistes à l'entrée. 3 équipes de télévision viennent d'arriver.
Il demande Alexandra Chen. Dois-je appeler la sécurité? Ce serait mon équipe de sécurité, dis-je. Je leur ai demandé de rester dehors à moins que j'en ai besoin. Faites-leur savoir que tout va bien. Les journalistes peuvent attendre. Votre équipe de sécurité, répéta Chloé d'une voix engourdie. Je vaux plus d'1 milliard d'euros, dis-je. Mon conseil d'administration a insisté pour une sécurité appropriée après notre levée de fonds de série D. Il y a eu des menaces, des préoccupations d'enlèvement, les complications habituelles qui accompagnent une richesse très visible. Mon téléphone commença à vibrer continuellement avec des notifications entrantes. Je le repris de mon père et le mis en silencieux. J'ai 43 appels manqués, observai-je. CNN, NBC, CBS, Fox Business, Bloomberg, Forbes, Fortune, TechCrunch, et une douzaine d'autres, plus 217 SMS. Ma responsable de presse est probablement en train de faire une crise cardiaque en ce moment. Je lui ai dit que je serais indisponible pendant le mariage de ma sœur, mais je ne pense pas qu'elle ait anticipé ce niveau de réponse immédiate. Votre responsable de presse? Répéta maman faiblement. Claire Martin, anciennement vice-présidente des communications chez Tesla. Elle est très bonne. Chère, mais ça en vaut la peine. Je jetai un coup d'œil à mon téléphone à nouveau. Elle m'a envoyé 14 messages en 3 minutes. Apparemment, l'article est en tête des tendances mondiales sur les réseaux sociaux. Le hashtag milliardaire de l'ombre est déjà viral. Oncle Jean s'avança, son air condescendant précédent remplacé par un intérêt calculé. Alex, ma chérie, nous devrions parler. J'ai des opportunités d'investissement qui pourraient intéresser quelqu'un avec votre capital. Non, dis-je simplement. Mais vous n'avez même pas entendu. Non, répétai-je. J'ai une équipe de conseillers financiers qui gère les décisions d'investissement sur la base d'analyses rigoureuses et de planification stratégique. Je ne prends pas de décision à des milliards d'euros lors de mariages familiaux basés sur des arguments de vente de proches qui m'ont traité de sans direction il y a 3 heures. Il tressaillit comme si je l'avais giflé. Tante Isabelle tenta une approche différente, sa voix dégoulinante d'une chaleur soudaine. Alexandra, ma chérie, je n'avais aucune idée que tu faisais un travail si important. Si j'avais su, j'aurais été si encourageante. Tu dois tout nous raconter. Comment as-tu commencé? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Vous m'avez posé des questions sur mon travail à Noël, dis-je. Je vous ai dit que je développais des logiciels de cybersécurité. Vous avez ri et avez dit que cela ressemblait à quelque chose que les adolescents font dans leur sous-sol. Alors, j'ai arrêté d'expliquer. Son sourire se figea. À l'intérieur, l'orchestre avait cessé de jouer. Les invités du mariage se regroupaient près des portes de la terrasse, téléphone sorti, essayant d'apercevoir la membre de la famille soudainement célèbre. J'entendais des chuchotements, des doigts pointant du doigt. Chloé se tenait au centre de la terrasse, toujours dans sa robe de mariée, des larmes commençant à couler sur son visage. Tu as tout gâché, murmura-t-elle. C'était censé être mon jour, mon moment. Et tu l'as fait tourner autour de toi. Je n'ai rien fait tourner autour de quoi que ce soit, dis-je. Les Échos ont publié une grande histoire d'affaires à leur horaire habituel. Ce n'est pas quelque chose que je contrôlais. Mais tout le monde va se souvenir de ce mariage comme de la nuit où ta sœur s'est avérée être une milliardaire secrète, dit Chloé, la voix brisée. Pas comme de mon jour spécial, comme de la nuit où tu as révélé que tu étais meilleur que nous tous. Je ne suis meilleur que personne, dis-je doucement. Je réussis simplement dans quelque chose que vous n'avez pas pris la peine de demander. Guillaume s'avança, passant un bras protecteur autour de Chloé. Son attitude amicale précédente avait disparu, remplacée par quelque chose de plus dur. Je pense que tu devrais partir. Tu as causé suffisamment de perturbations. J'avais de toute façon l'intention de partir, dis-je. Après les photos de famille auxquelles Chloé a insisté, mais dans les circonstances, je ne pense pas que cela se produira. Non, dit Chloé amèrement. Elles ne se produiront pas, va-t'en, Alex. Retourne à ton entreprise à 1 milliard d'euros et à ta vie secrète et laisse-nous tranquilles. Je hochai lentement la tête. Félicitations pour votre mariage, Chloé. J'espère que c'est tout ce dont vous avez rêvé.
Je me dirigeai vers les portes de la terrasse. La foule d'invités se sépara comme l'eau. Tout le monde regardait, les téléphones enregistraient toujours. J'imaginais déjà les publications sur les réseaux sociaux en train d'être rédigées, était à un mariage quand nous avons découvert qu'une des invitées était une milliardaire secrète. La voix de mon père m'arrêta aux portes. Alexandra, attends. Je me retournai. Il se tenait au centre de la terrasse, tenant toujours mon téléphone, affichant l'article des Échos, l'air 10 ans plus vieux qu'il ne l'était une heure auparavant. Je suis désolé, dit-il. Nous sommes désolés. Nous aurions dû croire en toi. Nous aurions dû poser plus de questions. Nous aurions dû. Il s'éteignit, incapable de trouver les mots. Vous auriez dû me traiter comme si j'étais importante, même quand vous pensiez que j'échouais, dis-je. C'est ce que vous auriez dû faire. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez mesuré ma valeur selon votre définition du succès. Et quand je n'y ai pas correspondu, vous avez décidé que je valais moins que le reste de la famille. Ce n'est pas juste, protesta maman. Nous essayons de te motiver. Vous essayez de me faire honte pour me conformer à ce que vous pensiez que ma vie devrait être, l'interrompis-je. Il y a une différence. La motivation vient de la croyance. Ce que vous m'avez donné était de la déception déguisée en inquiétude. J'ouvris les portes de la terrasse. Dehors, je pouvais voir mon équipe de sécurité se mettre en position. Les SUV noirs s'approchaient de l'entrée principale. Des fourgonnettes de presse bordaient la rue au-delà des grilles du lieu. Le fait d'être ignoré et sous-estimé, dis-je, m'adressant à toute la famille réunie sur cette terrasse, c'est que cela vous apprend qui sont vraiment les gens quand vous n'avez rien qu'ils désirent. Maintenant que vous savez que j'ai quelque chose que vous voulez, de l'argent, des relations, du succès, vous vous souviendrez tous soudain que vous avez toujours cru en moi, que vous avez toujours vu mon potentiel, que vous avez toujours été solidaire. Je rencontrai les yeux de mon père, mais je me souviendrai de ce soir. Je me souviendrai que quand vous pensiez que je n'étais personne, vous m'avez traité comme si je n'étais personne, et cela me dit tout ce que je dois savoir sur la valeur de votre soutien. Je traversai le hall de réception. Les invités se pressaient contre les murs, me regardant passer. Certains essayèrent de parler. Alexandra, attends. Je voulais parler d'eux. Mais je continuais de marcher. À l'entrée principale, Marc, mon chef de la sécurité, m'attendait avec 2 membres de son équipe. Mademoiselle Chen, nous avons une situation. Plusieurs équipes de presse, environ 50 photographes et une foule de curieux. Nous pouvons vous faire sortir par l'entrée de service arrière si vous préférez les éviter. Non, dis-je. Je sortirai par l'avant. Êtes-vous sûr? Ce sera le chaos. Laissez-les me voir, dis-je. Laissez-les prendre leurs photos. L'article est déjà sorti. Il ne sert à rien de se cacher. Marc hocha la tête et parla dans sa radio. Principal se déplace vers la sortie avant. Tout le monde en position. Les portes s'ouvrirent et je pénétrai dans un mur de flash d'appareils photo et de questions criées. Mademoiselle Chen, qu'est-ce que ça fait d'être révélée comme milliardaire? Mademoiselle Chen, votre famille ne connaissait-elle vraiment pas votre entreprise? Mademoiselle Chen, pouvez-vous commenter les informations selon lesquelles vous êtes la plus jeune femme milliardaire de la technologie? Mademoiselle Chen, est-il vrai que vous avez créé votre entreprise dans un garage? Je m'arrêtai en haut des marches, la sécurité formant un demi-cercle protecteur autour de moi. Derrière moi, je pouvais voir les invités du mariage se presser aux fenêtres, filmant avec leur téléphone. Le jour spécial de Chloé était en effet devenu quelque chose d'entièrement différent. Je ferai une déclaration, dis-je, ma voix coupant le chaos. Les journalistes se turent, les caméras se concentrèrent. J'ai bâti mon entreprise en 4 ans grâce à un travail acharné, une technologie innovante et une équipe exceptionnelle. J'ai choisi de garder mon succès privé parce que je valorisais ma vie privée et que je voulais me concentrer sur le travail plutôt que sur la publicité. L'article des Échos révèle des détails sur mon entreprise et mon parcours. C'est tout ce que j'ai à dire ce soir. Merci. Mais mademoiselle Chen, qu'en est-il de votre famille? C'est tout ce que j'ai à dire ce soir, répétai-je fermement. Marc me guida vers le SUV qui attendait. Je me glissai sur la banquette arrière et la porte se referma,
étouffant les cris et les clics des appareils photo. Le véhicule s'éloigna du lieu. Une voiture de sécurité devant, une deuxième derrière. Mon téléphone vibra à nouveau. Je regardai l'écran. Claire avait envoyé un message. Vous êtes en tendance dans 47 pays. CNN vous veut en direct à 6 heures. Fox Business propose une émission spéciale en prime time. Forbes veut avancer votre reportage de couverture à la semaine prochaine. Appelez-moi DE accent grave est-ce que possible. Un autre message. Celui-ci de mon directeur financier. Le marché boursier va être intéressant lundi. Nos clients sont ravis de la publicité. Le conseil d'administration veut une réunion d'urgence. Un autre de mon responsable des ressources humaines. Nous avons eu 2400 candidatures au cours de la dernière heure. Notre site web de carrière a planté. De manière positive. J'éteignis mon téléphone et me calai contre le siège, regardant les lumières de la ville filer derrière la vitre. Où allons-nous, mademoiselle Chen ? Demanda le chauffeur. Votre hôtel, le bureau, dis-je. J'ai le sentiment que lundi va être intense. Je devrais me préparer. Il est minuit passé samedi, fit remarquer Marc. Vous devriez vous reposer. Je me reposerai demain, dis-je. Ce soir, j'ai besoin de réfléchir. Le SUV se dirigea vers le centre-ville, vers le gratte-ciel étincelant qui abritait le siège de Sentinel Technologies. Mon entreprise, ma création, la chose que j'avais bâtie. Pendant que ma famille me considérait comme sans direction, mon téléphone vibra une dernière fois avant que je ne puisse l'éteindre complètement. Un SMS de Chloé, je te hais pour ça. Je fixai le message pendant un long moment, puis répondis, je sais. Je suis désolée que cela se soit produit à ton mariage, mais je ne suis pas désolée de mon succès. J'ajoutai une ligne de plus, j'espère qu'un jour tu seras fier de moi au lieu d'avoir honte de moi, mais sinon, ça ira. Je n'ai plus besoin de ton approbation. Le message fut livré. J'éteignis complètement le téléphone. À travers la vitre du SUV, je pouvais voir mon reflet dans le verre. La même personne que j'étais ce matin. La même personne que j'étais il y a 4 ans lorsque j'avais commencé ce voyage. La seule chose qui avait changé était que maintenant tout le monde savait ce que je faisais pendant qu'il ne faisait pas attention. Le SUV s'engagea dans le garage souterrain de mon immeuble. Je pris l'ascenseur privé jusqu'au dernier étage où mon bureau occupait toute la suite d'angles. Des baies vitrées du sol au plafond surplombaient la ville. Mes récompenses et brevets tapissaient un mur. Des photos avec des dirigeants mondiaux et des icônes de l'industrie pendaient à un autre. C'était ma vraie vie, celle sur laquelle ma famille n'avait jamais pris la peine de poser des questions. Je m'assis à mon bureau et ouvris mon ordinateur portable. Boîte de réception email, 1847 messages non lus. Notification Slack, 492. Demande de calendrier, 63. Demain, je m'occuperai de tout cela. Les entretiens, la publicité, le flot soudain de personnes qui voulaient une part de mon histoire. Ce soir, je me permis de ressentir ce que j'avais retenu sur cette terrasse au mariage de Chloé. Pas le triomphe, pas la justification, juste une tristesse calme et fatiguée que cela en soit arrivé là. Que l'amour et le respect de ma famille aient été conditionnés par leur perception de mon succès. Qu'ils ne m'avaient valorisé qu'une fois que le monde leur avait dit que j'étais précieuse. Mais aussi quelque chose d'autre, quelque chose de plus fort. Le soulagement. Le soulagement de ne plus avoir à faire semblant. Le soulagement de pouvoir enfin arrêter de répondre à des questions vagues par des réponses plus vagues. Le soulagement d'avoir prouvé, au moins à moi-même, que je n'avais pas besoin de leurs croyances pour réussir. La ville s'étendait sous mes fenêtres. Des millions de lumières scintillant dans l'obscurité. Quelque part dehors, le mariage de Chloé continuait probablement. Les invités bavardaient sur la révélation dramatique. Quelque part dehors, mes parents essayaient de comprendre comment ils s'étaient trompés à ce point. Quelque part dehors, les chaînes d'information préparaient leur reportage du matin sur la milliardaire de l'ombre qui se cachait à la vue de tous. Et ici, dans ce bureau, entouré des preuves de ce que j'avais bâti pendant qu'ils ne regardaient pas, je me permis enfin de reconnaître la vérité. Je n'avais plus besoin qu'ils croient en moi. J'avais appris à croire en moi et cela,
en fin de compte, valait plus que toute l'approbation familiale du monde. Mon téléphone, bien qu'éteint, vibra une dernière fois. Un message qui avait dû être retardé de mon père: je ne sais pas comment réparer ça, mais je veux essayer. S'il te plaît. Je fixai le message pendant longtemps. Puis je fermai l'ordinateur portable, me levai et marchai vers la fenêtre. Demain apporterait de nouveaux défis, l'examen des médias, les complications familiales, les inévitables demandes d'argent, de relations, d'accès. Mais ce soir, j'étais juste une femme de 26 ans qui avait construit quelque chose d'extraordinaire pendant que tout le monde autour d'elle insistait sur le fait qu'elle ne construisait rien. Et enfin, le monde connaissait la vérité. La question était, aurait-il été préférable que ma famille croie en moi depuis le début? Ou ce succès durement acquis, autonome, validé indépendamment, était-il d'une certaine manière plus significatif parce que je l'avais atteint sans leur foi? Je n'avais pas de réponse. Mais debout dans mon bureau d'angle, regardant la ville que j'avais conquise pendant que ma famille pensait que j'étais perdu, je réalisais quelque chose d'important. Je n'avais pas besoin d'une réponse. J'avais juste besoin de continuer à bâtir. Et demain, c'est exactement ce que je ferai.